Un homme, une ville, Céline à Copenhague, avec Philippe Solers, par Jean Montalbetti et Christine Bernard-Sugy. Nouvelle de la journée. Dans la région sud-ouest de Krivojrod, la forte pression des troupes soviétiques s'est encore accentuée. Malgré plusieurs contre-attaques, les formations allemandes Deuxième émission, Des touches en fuite, une débâcle de style. Juillet 1944. L'avance des armées alliées, depuis le débarquement du 6 juin, fait reculer l'armée allemande. La libération de Paris interviendra à la fin du mois d'août. À Montmartre, Céline se sent menacée. Au Girardon, face au moulin de la Galette, un résistant FFI lui propose de gagner un maquis en Bretagne. Céline a un autre projet. Il a prévu sa fuite depuis 1942. Destination Copenhague, agent de liaison, une danseuse danoise, Karen Marie Jansen. Il la rencontre à Berlin lors d'un voyage prétexte d'inspection des hôpitaux allemands. Objectif, placer en sécurité dans une banque danoise les droits d'auteur du Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit convertis en louis d'or. Marié depuis 1943 avec une autre danseuse, Lucette Almanzor, il décampe en juillet 1944 vers l'asile danois flanqué de 2 compagnons de voyage, son ami l'acteur Le Vigan et le légendaire Chat Bébert dans sa musette. L'expédition se transforme en débâcle. Les stations de ce calvaire, à travers l'Allemagne en ruine, s'appelleront Baden-Baden, Berlin, Kressling, Rostock-Warnemünde, Sigmaringen, où le bon docteur des touches posera un regard au vitriol sur ses compatriotes de la collaboration en déconfiture. Harcelé par les bombardements, tentant d'échapper aux foudres de 4 armées, épuisé, affamé, des touches en fuite, n'atteindra le terme du voyage que le 27 mars 1945 en arrivant à Copenhague par le dernier train de réfugiés de la Croix-Rouge suédoise. L'armée française, puisqu'on remarque que c'est en 40 qu'elle fait sa diarrhée, grand galop, Bergop, Zoom, Bayonne. Nous, Lili, moi, Bébert, Vig, en 44, rue Girardon, Baden-Baden, chacun sa foireuse épopée. Le petit Tintin, condamné à mort pour sauver l'honneur et sa peau, a sauté dans l'avion pour l'Aude. Je ne vais pas vous régaler de vie parallèle. Tintin, c'est une chose, moi une autre. Sa chronique aussi, des milliards. La mienne, vous pensez, quelques 100 francs lourds. Tintin, ses statues partout. Moi, sur la pierre de mon tombeau, on n'osera pas graver mon blaze. Déjà, ma mère au Père-Lachaise, on lui a épuré sa tombe. On lui a effacé notre nom. Voilà ce que c'est de ne pas sauver le moment venu à l'endroit qu'il faut. Figurez-vous qu'à La Rochelle, j'ai dû résister à l'armée française qui voulait absolument m'acheter l'ambulance. C'était pas la mienne. Moi, l'honnêteté en personne, on ne peut m'acheter rien du tout. L'ambulance de mon dispensaire, Sartrouville, vous pensez? Je l'ai ramenée d'où elle venait, la damnée bousine. Et les 2 grand-mères passagères, et leur kit de rouge, et 3 nouveau-nés. En parfait état, tout ce bazar. Qui m'en a su le moindre regret? Oh, foutre personne. Vous pensez toutes les infamies à moi. De quoi remplir un bagne. Valandru, Petiot et Fualdès. J'aurais fourgué l'ambulance, le prix qu'il m'offrait, les nouveau-nés, les infirmières et les vieillards, je serais actuel.
Héros de résistance. Je vous aurai une statue comaque. Une fois là, Allison et oh, mes aïeux, pas de crime que vous n'ayez commis. Vous offrez pas assez votre gorge quand vous tranche vos sales carotides. Lâche! Des millions gradins vous l'hurlent. Tout ça par orgueil prétentieux. Ramener la bousine d'où elle venait, qu'elle m'appartenait pas du tout, qu'elle était un bien de Sartrouville, vanité. Je lâchais au Fritz, au Franskay, au Fifi, à n'importe qui au bain-douche. Tous étaient acheteurs, avec grand-mère et infirmière et nouveau-né. Je serais le très honoré, rentier heureux, pas le clochard vieillard dans la merde. Maintenant, je peux vous montrer les fenêtres. Oui. Mais ce n'est pas possible d'entrer dans l'appartement. Dans l'appartement, ah bon. Parce que elles sont là. J'aime beaucoup cette cour. Elle est de couleur jaune assez vive. Il est une maison qui est très vieille. Il est bâti 1752 ou 13. C'est une maison du milieu du XVIIIe siècle. Et alors, oui. elle est là peinte de couleur jaune. Je suppose que c'est une bâtisse en briques, peinte de couleur jaune assez vive. Et avec un ensemble de fenêtres et de grandes portes qui donnaient probablement sur des écuries à ce moment-là, en verre foncé. Oui. Et il y a une double entrée. Une entrée qui est sur le Van Stranden et une entrée qui est sur la place. Oui, Place. Et quelle est la statue qui est au milieu de cette place? C'est le fondateur de Copenhague, Absalon. Absalon, qui est le fondateur de Copenhague. Ah oui. Au XIIe siècle. Oui, environ. Le 27 mars 1945 commence donc pour Céline l'aventure danoise. Elle durera 6 ans, jusqu'en juin 1951, et elle aura pour étape l'appartement d'une danseuse au cœur de la vieille ville, une cellule de condamnés à mort à la prison de Vesterfängsel, un lit à l'hôpital national de Copenhague, un grenier au-dessus du parc de Rosenborg et une chaumière au bord de la Baltique. Mais pour l'heure, Céline croit que le cauchemar de sa débâcle est fini en montant l'escalier du 20 Van Stranden à Copenhague le 27 mars 1945, au moment où il sonne à la porte de son amie la danseuse danoise Karen Marie Jansen. C'était les fenêtres juste sous le toit, oui. Oui, on aperçoit 2 fenêtres baies assez vastes et 2 vasistas à côté. À l'autre côté aussi, vers la rue, n'est-ce pas? C'était l'appartement de Karen Marie Jansen. Oui, il est. Et elle ne disposait pas d'un jardin particulier, non, c'était simplement cette cour-jardin. C'est impossible. Oui. Nous n'avons pas de jardin que ça. Il y a dans cette cour tout un ensemble de petits volets avec une sorte de judas grillagé au milieu qui donne un curieux aspect à cette cour. C'était une vieille maison pour, qu'est-ce qu'on dit, pour avoir de marchandises. De grenier. C'était au fond des entrepôts, là, des commerçants de la place qui entreposaient des marchandises. Au coin, il était une vieille marchande coloniale de sucre et de farine et tout ça. Et il a eu ce bâtiment pour avoir ces marchandises. Et là, il y a une étable pour les chevaux. Là et pour les voitures aussi. Vous n'avez pas connu Céline à l'époque où il habitait dans cette maison, pendant quelques mois, de mars à décembre 1945? Mais non. Vous n'avez jamais rencontré? Vous savez, c'était pendant que les Allemands étaient ici et on n'a pas su. Ils se cachaient là. Cachaient là. Oui. Mais vous pouvez voir les et ça, c'était l'entrée de l'immeuble
Du côté de Löwenstrand. Oui. Et de ce côté-ci, il y avait également des fenêtres Oui. au 4e étage sous le toit, qu'on aperçoit à peine, oui. Yeah, plus haut que vous pouvez. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'il avait comme vue là? Et le bâtiment qui est juste en face? C'est l'église de Christian Paul, là. Oui, avec un c'est fronton le Parlement. et le Parlement danois. Oui, c'est Château Christian Paul. Il était vraiment au cœur de Copenhague. là, Oui, ici. il est dans le vieux Copenhague, n'est-ce pas? C'est donc dans cet appartement, en décembre 1945, qu'on est venu l'arrêter et qu'il a été conduit à la prison de Copenhague. Oui, je pense que c'était ça. Comment s'appelle cette prison? Vestre Fængsel, c'est loin d'ici. C'est à le côté de l'ouest de Copenhague. Philippe Solers, est-ce que vous étiez déjà venu à Copenhague et quelle est votre première impression de cette ville, évidemment, qui est certainement bien différente de celle qu'a découverte Céline en 1945, au printemps 1945? Jamais venu à Copenhague. Je trouve que c'est une sorte d'Amsterdam plus austère, plus sévère, plus froid. Mais le printemps a l'air bien, non? Il fait beau, il y a un très beau soleil. Et puis il y a les mouettes. Il y a cette présence quand même voilà, de la mer, de la Baltique, cette espèce d'aération quand même qui fait qu'on respire un tout petit peu mieux que dans les villes continentales. Et je crois que chez Céline, ça c'est un thème constant. Les ports, n'est-ce pas? Cette passion pour l'eau. La passion de tout ce qui est maritime, de tout ce qui est mouvement de l'eau, que ce soit de la Seine à New York ou à Londres et à Copenhague, est quelque chose de très important et à quoi il compare très souvent son ambition d'écriture. C'est-à-dire qu'une écriture qui doit observer les moindres mouvements, les moindres frissons, à la fois des déplacements de l'eau et des mouvements du port. Donc je crois c'est une belle ville, je trouve, avec un beau soleil pour l'instant. Et je crois que... La première impression qu'il a dû avoir en arrivant, c'est tout de même une impression de soulagement. Il avait traversé l'enfer dans l'Allemagne en ruine, voilà. Et Copenhague, c'était le salut. Alors Copenhague, c'était le salut. Il avait enfin obtenu son Ausweis, c'est-à-dire sa sortie d'Allemagne, après un cauchemar qui a été justement cette traversée de l'Allemagne détruite. Qui décrit dans Nord, de manière tout à fait cocasse, et dans Rigaudon. Et l'arrivée là était alors le salut, en effet, et en même temps correspondait à une mythologie très ancienne et très intéressante. D'une part, Céline a toujours été un homme du Nord qui voulait aller vers le Nord, comme si le Sud était quelque chose qui tirait l'être humain vers une sorte de décomposition, de pourriture. Rappelez-vous les passages sur l'Afrique dans Voyage au bout de la nuit, n'est-ce pas, cette espèce de répulsion profonde pour le trop de soleil, le trop de chaleur qui ouvre les chairs et qui fait qu'on voit, n'est-ce pas, en quelque sorte la pourriture, ce cheminement vers le Nord, l'opposé mystique. Dans le voyage, c'était l'Amérique, c'est le Nord par rapport à l'Afrique. C'est ça. Et donc le Nord, c'est quelque chose au contraire où la lumière devient plus immatérielle, où les choses s'allègent et comme le pôle Nord, on va chercher le Graal, mais un Graal très trivial dans son cas, puisqu'il s'agissait aussi des économies qu'il avait faites, qu'il avait réalisées en louis d'or du Voyage au bout de la nuit et des autres de ses livres, je suppose, et qu'il avait confié justement à Karen Marie Jensen, encore une danseuse qui ici était chargé de les lui remettre lorsqu'il viendrait les rechercher au cas où il se tirerait de la catastrophe. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, en effet. Il paraît qu'il est parti de Paris avec les vêtements bourrés à la fois d'or, de médicaments, de quinine et de cyanure. Voilà, alors il y a dans le cas de Céline quelque chose qu'il faudrait appeler le moine en pèlerinage, n'est-ce pas? C'est une sorte de cheminement monastique et mystique, n'est-ce pas? C'est le pèlerin de sa propre imagination, de sa propre mythologie. Et bien entendu, il a tout ce qu'il faut sur lui parce qu'il sait que sur son chemin, il ne trouvera que traîtrise, hostilité, réticence, trahison, répétée à nouveau. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est toujours produit pour lui. Il est quand même extraordinaire de penser que ce type, qui a commencé par écrire un roman tout simplement,
allemande, étant médecin, a fini à travers l'Europe en décombres et au phosphore, et a fini comme une sorte d'ennemi public numéro 1 de la planète. Il exagère un peu ce côté-là de son existence et de sa légende, mais en même temps, c'est vrai. Je fis 2 ans de réclusion à la prison Westerfangstel, pavillon K, Copenhague, Danemark. Aux Danois condamnés à mort. C'est pas volé. Non, Larbin, non, bien sûr, évidemment. Ils m'ont fait faire encore 5 ans sur les bords de la Baltique dans des petites cahutes très spéciales. Par 25 degrés au-dessous. Et à mes frais, hein? À mes frais. Pourquoi? Bah, ils savaient pas. Pour le principe. Ils sont comme ça, les Danois. Oui, mais ils le disent pas aux touristes. Mais les touristes s'en aperçoivent pas. Non, ils se font éberluer, ça suffit. Il n'y a pas plus con que les touristes. Ils partent tout j'en foutre, prétentieux, ils reviennent encore plus j'en foutre et plus prétentieux. Tous sous des boniments d'agence. De quoi ils leur parlent, les Danois? D'Andersen, Hamlet, Kierkegaard. René Ronde-Villefausse, vous vous êtes lié d'amitié avec Louis-Ferdinand Céline dès 1936. Vous avez continué à le voir jusqu'à son départ pour l'Allemagne en juillet 1944. Et en 1947, vous lui avez rendu visite à Copenhague peu de temps après sa sortie de prison. Vous êtes donc l'un des rares témoins à pouvoir nous apporter votre témoignage sur Céline au Danemark. J'ai été à Copenhague parce que je voyais souvent le docteur Clément Camus, qui était un homme fort intelligent et très aimable, et qui était déjà âgé. Il était capitaine à Varsovie avec De Gaulle, quand De Gaulle était capitaine, et il avait connu justement cet arrêt des Russes devant Varsovie en 1920. Mais Clément Camus m'a fait connaître l'avocat danois de Céline qui a sauvé sa peau au Danemark et qui s'appelait Mikkelsen, un homme remarquablement intelligent et qui était de l'intelligence service certainement et qui justement, connaissant la valeur littéraire de l'homme, son génie, a préféré le garder en prison plutôt que de le livrer à des bourreaux, ce que je comprends parfaitement. C'était une façon de le sauvegarder. Il l'a compris d'ailleurs. Et pourquoi avait-il choisi le Danemark où il arrive le 27 mars 1945? Il avait choisi le Danemark parce qu'il avait une petite amie dans le temps, avant la guerre, Karen, qui avait une propriété... Karen Marie Janssen. Qui avait une propriété à Copenhague ou dans les environs, et il avait enterré les louis d'or du voyage au bout de la nuit, ce qu'il en avait gardé, dans le jardin de Karen. Je crois qu'il n'en a retrouvé que la moitié, mais les trésors qu'on enfouit sont très rarement récupérables, car ça voyage sous terre. C'est bien connu. Je suis donc parti ayant rencontré Mikkelsen, qui m'a dit de venir passer 8 jours à Copenhague, ne connaissant pas le Danemark. Ça m'a intéressé. Je suis parti de Paris par un des premiers Nord Express qui allait à Stockholm avec les ferry-boats. Et à la gare, après avoir traversé Hambourg complètement rasé et vu ces malheureux petits gosses allemands qui couraient après le train pour avoir un morceau de sucre que nous avions au wagon-restaurant, tout de même, c'était minable et pitoyable. À la gare de Copenhague, Céline m'attendait avec sa femme Lucette Almanzor et le chat Bébert en écharpe dans une musette. Le chat Bébert et lui m'ont amené à l'hôtel d'Angleterre où Mikkelsen m'avait retenu une chambre, enfin à mes frais, et Louis Ferdinand et sa femme habitaient une mansarde donnant au-dessus du parc du château de Rosenborg. C'était l'automne, les couleurs des arbres étaient magnifiques car le Danemark est le pays des contes d'Andersen, je ne vous l'apprends pas, et ceci dit, c'était ravissant comme couleur féerique avec les petits nains qu'on voyait surgir entre les feuilles mortes. Un jour, avec la voiture de Mikkelsen, nous avons fait toute une tournée d'une journée. On a dit qu'on déjeunerait à Elseneur et nous avons visité 2 ou 3 châteaux historiques qui n'intéressaient nullement Louis Ferdinand, qui restait dans la voiture.
avec le chauffeur et qui nous laissait monter les escaliers et regarder les cadeaux des rois étrangers aux souverains du Danemark. Et arrivé à Elseneur, moi je n'y avais jamais été, j'avais lu Le Voyage de Shakespeare de Léon Daudet, qui est un livre ébouriffant également, n'est-ce pas? Shakespeare ne connaissait pas non plus Elseneur, son génie lui a fait construire en imagination la réalité, ce qui est invraisemblable mais vrai. Et quand j'ai aperçu en ce début de novembre, par un jour de brume comme il faut pour jouer Hamlet, la terrasse d'Hamlet, je suis retourné à la voiture où Céline était restée absolument muette, et je lui ai dit, je t'assure qu'il faut que tu sortes pour voir. C'est un coup d'œil incomparable qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Il est venu, il ne disait rien. Il y avait les vieux canons de bronze à moitié rouillés qui regardaient justement cette mer glauque qui allait jusqu'à la brume cachant la côte de la Suède, la côte de Malmö, un peu au nord de Malmö. Et Céline m'a dit, c'est une mer à pêcher des âmes. Alors, de ce grenier, sous ces toits, quelle était la vue qu'avait Céline lorsqu'il était ici? Bon, d'abord, il y a évidemment le parc avec les grands arbres. Et là, avant que les feuilles étaient là, on voyait facilement le château. À l'hiver, on aperçoit le château de la fenêtre. Facilement. Oui. Maintenant, ça sert comme résidence de l'été pour la famille royale. Et aussi comme musée. Et là, ce parc est ouvert au public. Là, on voit des gens qui sont au soleil, qui sont étendus, qui lisent. C'est un lieu de détente. Oui, on peut y aller, se reposer sur les pelouses. Et on peut se balader, on peut promener son chien. C'est bien. Vous habitez là, vraiment, sous les toits. Et vous êtes au 8... Je ne sais pas prononcer le nom de cette rue. Vous avez ici combien? 2, 3 pièces qui sont mansardées? J'ai 3 pièces. 3 pièces? Une cuisine, une toilette et un couloir. Et il y a au moins 2 fenêtres qui donnent sur le parc. Oui. C'est évidemment surtout Lucette Almanzor qui, à sa sortie de prison, est venue habiter dans ce grenier. C'est elle qui a trouvé la location de ce petit appartement. Et Céline y a également séjourné entre le mois de juin 1947, au moment de sa libération, au mois d'octobre 1947, avant de partir à Klarskov-Gard. Malgré tout, le logement était certainement modeste, mais enfin, ce n'était pas du tout une situation misérable. Pour l'instant, ce que nous avons vu, c'est-à-dire l'appartement de Karen Marie Jensen et ici, je trouve ça quand même extrêmement beau. Il est évident que la vue sur ce parc est magnifique. Magnifique. Et même en montant l'escalier, il y a toute une décoration extrêmement légère, avec des stucs. Enfin, c'est plus une maison pour danseuses. C'est très très civilisé. Voilà. Peut-être que d'ailleurs les Français imaginent que Copenhague n'est pas une ville civilisée. Il faut dire le contraire. C'est une ville très civilisée. Hein. Non, la prison, elle, alors devait être en effet tout à fait autre chose. Son état de santé lui a permis tout de même, justement, comme il était mauvais, de sortir de la prison pour être envoyé à l'hôpital, où les conditions probablement de détention était plus facile. Je crois que c'est l'écrivain français qui a joué le plus avec ses états physiques dans la littérature. Il fait intervenir d'une façon extrêmement violente
son corps dans le langage, dans ce qu'il a à raconter, n'est-ce pas? Le narrateur chez Céline est un narrateur qui a des bourdonnements d'oreilles, des vertiges, le fameux syndrome de Ménière qui fait que l'espace, en effet, n'est pas droit et se renverse et voltige, qui a mal au bras, qui a de la musique dans la tête, qui a des locomotives qui passent, qui a des sifflets, qui ne peut pas dormir, etc., qui joue sur le fait qu'il aurait eu une trépanation. Nous savons que c'est pas vrai, mais c'est comme si c'était vrai. C'est donc un corps ouvert, complètement habité par une sorte de bourdonnement et de bruit continu. Et dans la prison à Copenhague, c'est de souffrance, un et corps de souffrance, souffrant, voilà. Notamment, il est certainement très pénible d'écrire à cause de la balle qu'il a eue dans le bras droit. C'est ça, il n'est pas courant non plus qu'un écrivain nous parle de cette difficulté à chier et du fait qu'on est obligé de lui faire des lavements bouillants, n'est-ce pas, quand il est en prison, etc., etc. Donc tous les détails sont donnés avec une extrême crudité, n'est-ce pas, de nourriture, de déchets. Il a peur de devenir aveugle aussi. Il a peur de devenir aveugle, comme sa mère, parce que vous savez que sa mère, justement, il le dit, c'est tuer les yeux sur la dentelle et sur la finesse de la dentelle. Or, lui, il recommence exactement le même geste que sa mère, c'est-à-dire l'écriture pour lui est une petite finesse dans le détail et il faut s'y appliquer en écarquillant les yeux, et il a peur de sombrer aussi dans la cécité, exactement comme sa mère. Quoi qu'il en soit, cette histoire de souffrance physique, qui s'accentue d'ailleurs à partir du Danemark, parce que à partir de là, alors, ça va être le thème général de ce qu'il fait. Il souffre tout le temps. Et il y a une sorte de cri permanent. Dans cette allée que nous avons suivie du jardin de Rosenborg, à 2 pas du château, donc entre le domicile de Céline et le château, c'est, je crois, dans ces allées du parc que Céline et Lucette allaient promener le chat Bébert au bout d'une ficelle. Et je pense aussi au jugement très sévère qu'il portait sur les Danois. Il en a parlé à Milton Indus, qui était venu le voir en 1947, ici au Danemark, et qui l'a rapporté. Et il a eu cette expression tout à fait curieuse. Il a dit que pour lui, le Danemark, c'était un peu le modèle du peuple national-socialiste et que c'était aussi le moins hamlétien de tous les peuples. Oui. Mais vous savez, en gros, à partir du moment dont on parle, Céline, il déteste absolument tout et tout le monde, n'est-ce pas? Les Français surtout, il ne faut pas l'oublier, d'abord, surtout, avant tout les Français, qui sont décrits dans les termes les plus abominables, et constamment, et sans aucune pitié, ni aucun intérêt. Les Allemands aussi, à travers les 3 grands romans, les Danois aussi, finalement. Encore une fois, c'est le geste de l'écrivain absolument sûr de son génie, c'est-à-dire, ce que je dirais mérite seul de subsister. Tous mes accusateurs, tous mes persécuteurs, tous les gens qui m'ont ennuyé auront leur nom gravé en or à la Sainte-Chapelle, etc. Vraiment, ils seront stigmatisés pour l'éternité en quelque sorte. Et donc, rien d'autre ne m'intéresse que d'écrire. Ça, c'est, je crois, sa position fondamentale. Céline est au moment où nous parlons, quelqu'un qui sort, je crois, d'un désespoir absolu, n'est-ce pas, d'une vision extrêmement lucide des choses. L'expérience de la prison est fondamentale. Cette espèce d'isolement, quand même, pendant 18 mois. 18 mois de prison. Dans une cellule de condamnés à mort. Dans une cellule de condamnés à mort, avec probablement l'inquiétude qu'il avait qu'au cours des nuits assez agitées qu'il entendait en collant son oreille au sol et contre les murs, il y avait des bruits quand même très suspects, il y avait des gens qui mouraient dans la nuit, il y en avait dont il entendait, dit-il très, très précisément, défoncer le thorax ou le bassin, enfin sous les coups de trick de la police, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y avait des règlements de compte, des rafles, et c'était une époque où en effet tout le monde devait régler plus ou moins ses comptes au Danemark comme ailleurs. C'est-à-dire, je suppose qu'il devait y avoir des collaborateurs arrêtés par la police qui peut-être se faisaient un peu la main sur eux ou sur elles, parce qu'il y a aussi des femmes dans ce qu'il dit, d'une façon probablement énergique. Alors il devait avoir l'impression que, après tout, la porte pouvait s'ouvrir à tout instant et que s'il avait été tué, personne ne s'en serait plaint. Il m'écroule, je stagne, purule, pèle. Il m'extirpe, renfourne. Au trou, je tire.
j'entends les échos du palais. La cour solennelle réunie. C'est du BBC plus garce. Saisis de plus que tout le cochon pour l'éternité. Privation sans limite, carcan, pilori, ordure nationale. Sa médaille militaire au puce. Qu'on lui rouvre toutes ses blessures. Ah, mutilé. Ah, 75. Ah, pour ça. Roulez, tambour. Qu'on le relacelle, récorche vive, lard de piment. Yo, 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 yes. 10 000%. Un réchaud à gaz. Où j'irai faire bouillir mes seringues. Je pense à ma pratique. Chacun ses aléas, sans doute. Il y a des destins, il y a des toucheurs, il y a des branleurs, des ébranleurs, il y a des non-lieux. Tenez par exemple, de Noël. Ils l'ont abattu, et voilà. Moi, j'ai abattu rien du tout. J'ai pas de non-lieu. Ram, stram, gram. Oh, j'ai ma petite idée, bien sûr, ferme et sincère. C'est ma petite idée qu'on tuerait si l'on pouvait. Mais ni moi, ni l'idée, madame. Je travaille un peu avec Qu'est-ce l'huile et un peu Qu'est-ce que vous faites comme peinture? Expressionniste. Le 24 juin 1947, 18 mois jour pour jour après son arrestation, Céline est relaxée. Il signe un engagement sur l'honneur de ne pas quitter le Danemark sans une autorisation. Il a retrouvé Lucette Almanzor dans le grenier du parc de Rosenborg, mais il doit le quitter à l'automne. Son avocat, maître Mikkelsen, possède une propriété de campagne près de Korsør, sur les bords de la Baltique. Il mettra 2 petites chaumières à sa disposition. C'est là que nous nous rendons, au village de Klarskov-Gard, en traversant un pays plat où alternent de vastes étendues de champs cultivés et des terres boisées avec un mélange de sapins et de bouleaux, jusqu'à ce que nous atteignions les falaises de Klarskov-Gard, à 7 km du port de Korsør, où Louis-Ferdinand Céline, soumis au rude climat scandinave, mais fourbissant l'arme ultime du langage, rongeait la chaîne de l'exil sur les bords de la mer Baltique. Ce verger est magnifique et très bien entretenu. Et en ce moment où nous arrivons, c'est en fleurs, des fleurs blanches et roses. Ce sont des pommiers, des poiriers. Et au bout de ce verger, alors on débouche exactement sur la vue de la mer. On est au bout de la falaise. Et c'était cette maison, c'était cette grange qu'il habitait. C'est cette grange. Oui. Elle a l'air ancienne. 1600. 1600, du XVIIe siècle. Oui. Alors c'est une grange extrêmement modeste, c'est-à-dire bon, il y a un toit de chaume. Petit, hein, c'est assez petit. Oui. Il y a en fait un seul niveau, qui est en quoi? Qui est même pas en pierre, qui est une sorte de torchis, peint dans un rose saumon. Les couleurs sont très intéressantes. Oui, oui. Hein. C'est Et noir. puis alors il y a une partie, premier étage, qui est sous le toit, hein, c'est-à-dire sous le grenier, qui est recouverte de lattes de bois peintes en noir. Alors on a ces tonalités du rose saumon, du noir, qui découpe même des bandes, un peu comme des poutres, et puis les portes qui, elles, sont dans un bleu pétrole. Et ici, directement, alors il avait la vue sur la mer. On est au bout de la falaise. On tombe complètement là dans la Baltique. Hein. Aujourd'hui, le ciel est couvert, donc est gris. La mer est également assez grise. C'est très très beau. Hein. Très très beau. Il y a de la brume au loin, mais on aperçoit des cargos et même un paquebot avec la traînée noire de la fumée. Il y a des hirondelles. Et regardez, voilà. ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a un cygne. Nous avons beaucoup de signes ici. Ah oui, au bord de la mer. Oui, oui, oui. Si vous voulez, nous allons peut-être rentrer dans la maison pour voir un petit peu de quelle pièce il disposait.
faut monter 2 marches de pierre pour rentrer dans la maison. Il y a de la neige l'hiver ici? Oui. Cet hiver, ce n'était pas beaucoup, mais l'année l'avant, oui. Alors c'était jusque là. Non, Ah oui. 2 mètres de neige. Oui. Alors au rez-de-chaussée, là, une petite entrée. À droite, une grande pièce en longueur, qui est une sorte de living. La maison est meublée parce qu'elle sert également un petit peu de villégiature l'été. Oui, exactement. Mhm. Céline demeurait seulement l'été ici. Mhm. À l'hiver, et il avait une autre maison, Ah, c'est ça. très près à la maison ici, mais plus grande. Et Plus confortable. oui, exactement. Et puis alors, dans l'entrée, prend un escalier, alors absolument vertical, qui est un escalier de bateau, et on se demande si Céline Oui, oui. pouvait monter jusque-là. Il y a une corde qui permet d'y accéder. Nous allons essayer de monter. On va vraiment dans le grenier sous les toits, là. C'est déjà d'accord, hein. Voilà. Attention. Faut pas rater la marche. Allez, allez-y. Je vous tiens la corde. Hein. Allez-y. Ça va? Céline avait aussi un chien. Voilà, c'est la dernière pièce de la maison, qui est donc une chambre. Il y a actuellement 2 lits, une petite commode, 2 lits en fer, extrêmement modeste. Et toute la pièce est recouverte de lattes de bois. Et surtout, il y a une fenêtre qui rend la pièce très claire et qui donne directement, qui a vue directement sur la mer et sur le verger tout en fleurs qui est sous nos yeux, là, juste en dessous. On a l'impression tout de même que c'est une maison bien étroite pour d'abord ce grand corps, puisqu'il faisait 1m80. Il vivait donc là avec sa femme Lucette, avec 1 ou 2 chiens, des bergers allemands, donc il devait prendre de la place, plus un chat, le chat Bébert, c'est ça? Écoutez, c'est quand même une cellule d'exil, c'est quand même la cabine de bateau du vieux corsaire qu'on a coincé. Maintenant, s'il fallait absolument choisir entre l'appartement que nous avons vu à Clichy et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je prendrais peut-être quand même ça. C'est-à-dire les pommiers en fleurs et la belle pipe. Greta Backe, qui habite à la Fondation Mikkelsen, en ce moment nous a conduit de la petite maison, de la petite grange qui se trouvait au bord de la Baltique, qui était la résidence d'été des Céline, à cette maison beaucoup plus vaste et même assez cossue, assez coquette, qui est un bâtiment un petit peu en forme de T, qui était la résidence d'hiver, au milieu d'une assez vaste plaine et en pleine nature. Et là, par contre, on a vu côté bois et côté champ et pas du tout une vue sur la mer. Et nous sommes entrés dans cette pièce probablement qui était la salle de séjour. Et nous avons eu un choc assez rapidement parce que notre premier regard a été vers un rayonnage, vers une bibliothèque qui se trouve au fond de la pièce et où il y a un mélange de livres avec des reliures anciennes, des livres qui sont un petit peu atteints par l'humidité, qui sont gondolés, mais qui étaient tout à fait certainement des livres qui se trouvaient là il y a 30 ans lorsque Céline était dans cette maison. Oui, alors il y a quelque chose qui saute aux yeux tout de suite, c'est la fameuse collection de la Revue des Deux Mondes, reliée en cuir. Il y en a là, je sais pas, comme une quarantaine, où on a tous les brochets, quoi, où on a les textes de la Revue des Deux Mondes, Oui, de l'année 1900, oui c'est ça, ça a été 1900, 1900, les premiers,
jusqu'à le milieu des années 1920, 1920, voilà. Alors ça, Céline dit quelque part, et à plusieurs reprises, qu'il a eu l'occasion comme ça de relire la collection complète de la Revue des Deux Mondes, et bien que finalement, ça résume très bien le style de la littérature académique, et que éternel, disent-ils. C'est comme le style Bourget. Il y a du Bourget là aussi un peu partout, non? Il y a un peu de Bourget, puis il y a le journal des Goncourt. Voilà. Alors pour lui, ça représente le français tel qu'il est inamovible et qu'il va se reproduire indéfiniment, c'est-à-dire la façon d'écrire comme ça, les romans ou l'histoire. Et il a cette formule fameuse qui consiste à dire que pour faire marcher le marché littéraire, pour avoir des prix littéraires et pour satisfaire les éditeurs et les critiques, il suffit de prendre la Revue des Deux Mondes, de recopier ce qu'il y a dedans éternellement et d'y ajouter de temps en temps les innovations techniques du temps. Par exemple, vous prenez n'importe quel article de la Revue des Deux Mondes ou n'importe quel roman publié par la Revue des Deux Mondes où il y a la psychologie classique des personnages qui va se reproduire éternellement, et puis vous ajoutez, si vous êtes aujourd'hui, des avions et des téléphones, dit-il, et puis ça marchera très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le sentiment très, quand même, profond que quelque chose est bouclé, bloqué, que ça va se reproduire, que vraiment l'espèce humaine, en tant qu'elle doit se raconter des choses à elle-même, romanesquement, va répéter éternellement les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes histoires psychologiques, les mêmes histoires sentimentales, les mêmes histoires de romans familiales et d'intérêts secondaires. Donc lui, il a l'impression d'être passé à travers tout ça, mais évidemment de ne pas être... C'est vrai que ça se poursuit aujourd'hui. Je crois que ça se poursuit aujourd'hui. Le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je crois que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé. Voilà mon impression. Alors lui, ce qu'il a découvert, qu'est-ce qu'il a découvert? Une chose était, à mon avis, très importante, à savoir, comme il le dit dans les entretiens avec le professeur Y, qui est son livre probablement le plus explicite sur son art poétique, il a découvert quand même que le monde entier, la réalité la plus profonde de l'espèce humaine, c'était la paranoïa tout de même. Et que si l'on voulait innover et montrer sous cette croûte, soi-disant sage et répétitive, le fond des choses, eh bien il fallait se mesurer à l'essence même de la paranoïa. Et c'est ce qu'il a fait. Mon truc à moi, c'est l'émotif. Le style rendu émotif vaut-il, fonctionne-t-il? Je dis oui! 100 écrivains l'ont copié, le copie, le trafic, démarque, maquille, goupille, tant et si bien qu'à force, mon truc passera bientôt chromo. Oui, monsieur le professeur, vous verrez comme si j'y étais, chromo. Je vous donne pas 30, 40 ans avant que l'Académie s'y mette, sans baffre, 1, 2, 3, 4 coups de dictionnaire, et que le reçoive plus qu'en émotif, et que des émotifs. Sic transit. Le sort de toutes les inventions, les petites ou les grandes, pillage, contrefaçon, grugerie, singerie, hargne pendant 50 ans, et puis oust! Tout bascule au domaine public. La farce est jouée. L'inventeur, lui, chronique depuis belle. Est-ce qu'il a même existé? On se demande. Pour être à la mesure de la paranoïa de l'époque, évidemment, il faut une sorte d'énergie et de rage et de sursaut considérable. Alors, je crois que c'est ça qu'il a essayé de faire, d'où le fait qu'il se soit, en quelque sorte, implanté des délires qu'il a cultivés sur lui-même, selon peut-être la fameuse formule de Rimbaud. Imaginez un homme qui s'implanterait des verrues sur le visage et qui ferait sur lui-même des expériences presque médicales, qui se ferait des cancers expérimentaux pour voir comment ça se développe et comment quelqu'un qui est fou réagit. Alors, je crois que là, la grande découverte de Céline, c'est ça, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, et peut-être parce qu'il était médecin,
peut-être parce qu'il savait que la physiologie avait quelque chose de plus profond toujours que la psychologie, que les sentiments, etc., que les vraies choses se passaient peut-être à l'intérieur profonde du corps. C'est pour ça qu'il dit, bon, quand vous avez de la fièvre, quand vous êtes vraiment dans un état de transe, de maladie, là vous commencez à être vraiment dans la réalité, alors qu'à 37 degrés centigrades, c'est-à-dire la température normale, tout redevient banal. Alors lui, premièrement, il souffre, ou il exagère sa souffrance. Il va plus loin, c'est-à-dire qu'il en profite, si vous voulez. Deuxièmement, il est très attentif à tous les phénomènes de vertige, d'hallucination, etc. Et c'est ça qui l'intéresse dans sa perception de la réalité, parce qu'il pense que c'est plus vrai que la perception à 37 degrés banale. Et je trouve que ce régime de l'hallucination chez Céline, depuis le début, est extrêmement intéressant et probablement l'objet d'une résistance de la part du lecteur. Le lecteur est 37 degrés centigrades, le lecteur lit à 37 degrés et il ne lit que ce qu'il perçoit à 37 degrés. Alors, si vous prenez quelqu'un comme Sartre, par exemple, il est très curieux de voir que Sartre, qui vient en quelque sorte de Céline, qui a écrit La nausée à partir du voyage au bout de la nuit, lorsqu'il s'explique de façon très intéressante d'ailleurs sur ses expériences psychologiques un peu anormales, c'est-à-dire précisément sur l'hallucination, trouve très peu de choses à dire. Très peu de choses, c'est-à-dire qu'il a vu un porte-manteau se transformer en vautour et le soulier de Simone de Beauvoir se transformer en mouche, ce qui fait quand même pas grand-chose. Bon, alors, tandis que Céline, évidemment, est plein d'images, il en regorge, n'est-ce pas? C'est un trop-plein, c'est un débordement, c'est un excès. Un excès tel que vraiment, vous ne pouvez pas le faire rentrer dans la revue des Deux Mondes. Il est évident que si on intercale 2 pages de Céline dans la revue des Deux Mondes, la revue des Deux Mondes explose. Alors, question du style. Bon, alors le style, je le trouve, le style de tous ces trucs-là sont dans le même ton que le Bachot, dans le même ton que le journal habituel, dans le même ton que les plaidoiries, dans le même ton que les déclarations à la Chambre. C'est-à-dire, c'est un style verbal, éloquent peut-être, mais en tout cas certainement pas émotif. Alors on dit, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il a, etc. Je dis que ce que l'on fait, ce sont des romans inutiles, parce que ce qui compte, c'est le style. Et le style, personne ne veut s'y plier. Ça demande énormément de travail, et les gens ne sont pas travailleurs. Et ils ne vivent pas pour travailler, ils vivent pour jouir de la vie. Alors, ça ne permet pas beaucoup de travail. Sur ces rayonnages, nous avons retrouvé également d'autres livres, alors qui prouvent absolument l'authenticité de la présence de ces volumes il y a 30 ans, lorsque Céline et sa femme étaient là. Notamment, il y a un exemplaire qui date de 1871 du Génie du christianisme, c'est l'édition de Michel Lévy, et il y a marqué sur la page de garde, au crayon, Lucette des Touches, avec une adresse 20 Vedstranden, c'est donc l'adresse de Karen Jansen, c'est-à-dire la première adresse où ils ont habité à Copenhague. C'est un volume d'ailleurs qui a été un petit peu déformé par l'humidité. Il y a d'autres choses également intéressantes qui marquent la présence de Céline aussi, c'est peut-être cette encyclopédie médicale américaine en 6 volumes, qui était pour lui probablement un outil de travail et de référence, et puis des petites brochures, notamment un ouvrage, un certain Paul Abelli, sur l'anxiété, limites et bases, diagnostic, thérapeutique, considérations endocrinologiques. Évidemment, c'est certainement un ouvrage qu'il a dû lire. Et enfin, un petit opuscule également pour une politique d'amnistie de Louis Rougier, qui date de 1946. C'est très émouvant de voir le Chateaubriand, parce que, Chateaubriand est un des grands écrivains français qui, quand même, a été aussi en exil, lui. Alors, je reviens à ce style. Eh bien, ce style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, et puis de les sortir des gonds, pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens, mais très légèrement, parce que tout ça, si vous le faites lourd, alors c'est une gaffe, n'est-ce pas? C'est une gaffe. Ça demande donc énormément de recul, de sensibilité, c'est très difficile à faire, parce qu'il faut tourner autour de quoi? Autour de l'émotion. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction entre la volonté d'avoir un style, comme il dit, instinctif, et puis cette écriture extraordinairement travaillée?
Ben, je crois qu'au contraire, il n'y a aucune contradiction, bien sûr. C'est-à-dire que Céline veut dire la vérité. C'est un homme de vérité, hein, même délirante. C'est quelqu'un qui est travaillé par la vérité, qui ne peut pas rester en place tant qu'il ne sort pas vraiment le fond des choses, telles qu'ils lui paraissent vraies. Alors je crois qu'il est habité par cette pulsion de vérité. Hein, et on voit c'est quelqu'un d'une délicatesse, d'une sensibilité extrême, à vif, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui ressent tout comme quelque chose d'énorme. Probablement qu'il devait être blessé à chaque instant par ses semblables. Ah, vous faites ça, c'est facile, ah mon Dieu. Mais si j'avais, moi, votre facilité, mais il n'y a pas de facilité du tout dans le Dieu. Ah, mais aucune, rien du tout. La facilité, les types sont beaucoup plus doués que moi, mais simplement, je me travaille. Ben, le travail, ils ne mettent pas de boulot, ils ne concentrent pas. Bon. C'est le contraire de l'écriture automatique, c'est le contraire de l'inspiration, c'est le contraire du mensonge poétique et de l'effusion non travaillée, bien entendu. Donc je crois que pour retrouver cet état de sensibilité extrême immédiate, il lui faut alors passer par un très long travail d'élaboration et que c'est tout à fait logique. Il ne tombe pas, si vous voulez, dans le piège romantique, c'est le contraire d'un romantique. Je vous prends un lecteur, le lecteur d'un livre émotif, une de mes œuvres, en style émotif. Alors, il est d'abord incommodé un peu. Ah, qui? Le lecteur qui me lit. Et lui semble, il en jurerait que quelqu'un lui lit dans la tête, dans sa propre tête. Bigre-bougre. Parfaitement dans sa propre tête, pas de bigre, pas de bougre, sans lui demander la permission. C'est de l'impressionnisme, colonel, tout le truc de l'impressionnisme, le secret de l'impressionnisme. Je vous ai parlé de l'impressionnisme? Oh oui, oh oui, oui, oui. Pas simplement à son oreille, non. Dans l'intimité de ses nerfs, en plein dans son système nerveux, dans sa propre tête. Quand vous lisez du Céline, quelle est votre impression? Que le support disparaît, que vous n'êtes pas en train de lire des mots sur la page, mais vous entendez immédiatement et vous voyez la chose sortir absolument du livre pour se mettre en scène devant vous directement, sans transition, tout de suite. Hein, les livres commencent immédiatement comme ça, sans exposer. Vous voyez comme on est loin de Flaubert, de Stendhal, de Balzac même, et comment nous entrons dans un style transitif, on dirait performatif en termes savants, c'est-à-dire on crée immédiatement ce qui va se passer du fait de le dire. Hein, il est très très conscient de ça. Je ne suis pas un homme à message, je ne suis pas un homme à idée. Je suis un homme à style. Lui, c'est un passager, n'est-ce pas, le lecteur. Il a payé sa place, il a acheté son livre, il a payé sa place, mettons, il a payé sa place. Bon, il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les soutes, il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur le pont, et il ne s'occupe pas comment on conduit le navire. Lui, il veut jouir, délectation. Bon, alors il a le livre, et il doit se délecter. Mon devoir, moi, est de le faire se délecter. Il a très bien diagnostiqué les choses dès 50. Il sent très bien quoi? Que la lutte à mort va être entre l'écrivain et les médias, comme on dit maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire radio, télévision, audiovisuel en général. C'est l'un des thèmes dominants, même des entretiens avec le professeur Y. Il ne parle que de ça. Il devient conscient de quoi? Comme aucun autre écrivain. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est un très grand novateur, analyste, n'est-ce pas? Vous disiez, il n'a pas fait théorie du roman. Si, sa théorie du roman consiste à faire une théorie du marché du roman. C'est-à-dire que les réflexions sur l'édition sont centrales dans toute l'œuvre de la fin. Il va s'occuper de quoi? De savoir comment ça se fabrique, la réputation et l'impression même des livres. Et il ne parle que de ça. Parce qu'il a envie de se vendre. Il a envie plutôt de démontrer que la résistance dont il peut être l'objet n'est pas soutenable, qu'elle est un mensonge, qu'elle est une fraude, enfin qu'elle est une façon de ne pas vouloir reconnaître la vérité. Non, ce qui l'intéresse, c'est toujours la vérité. C'est-à-dire qu'il lui faut une théorie du mensonge, de l'illusion. La théorie de l'illusion, c'est une théorie des médias, finalement. Une théorie de l'édition. L'édition est bidon. L'édition passe son temps à faire de l'argent de façon bidon, sans vouloir prendre des risques de vérité. Et il en va de même, en général, de la radio, de la télévision et de la presse. Bon, ça, c'est une vieille idée chez lui, qui va plus loin que ces délires antérieurs où il s'agissait de complots de certaines catégories de personnes, de certaines catégories, des juifs, etc., notamment au moment de Bagatelle pour un massacre. Il comprend de plus en plus qu'il y a un système du mensonge. Et que par rapport à ce système romanesque du mensonge, il y a un roman qui peut dire la vérité. Mais évidemment, c'est une lutte, alors à ce moment-là, acharnée, une rivalité de tous les instants.
Il prend à partie son propre éditeur. Constamment, on n'a jamais vu un écrivain, nommé dans les entretiens, se faire imprimer par un éditeur en l'insultant à longueur de page. Alors il y a des petits accommodements. On sait que Céline a traité Gallimard, Gaston avec la plus grande virulence. Certains y découvriraient peut-être des relents de tendresse, en effet. Si on est agressif par rapport à quelqu'un, ça veut dire peut-être qu'on est tendre avec lui. Mais enfin, il le traite quand même de désastreux épicier. De coffre. C'est ça. Et dans les romans de la fin, dans la trilogie, Gallimard, Gaston, apparaît sous les traits de Bretin Achille Bretin, avec son grand châtreur, c'est comme une sorte de sérail, n'est-ce pas, son grand châtreur maison, qui s'appelle Norbert Loukoum, qui est Jean Paulhan, c'est pas gentil pour Paulhan. Et Paulhan qui est nommé également dans les entretiens. Paulhan qui est nommé dans les entretiens. Et au fond, Céline déclare la guerre officiellement en plein Gallimard, qui est le temple quand même de la littérature française du XXe siècle. Enfin, c'est l'histoire de la maison Gallimard et l'histoire de la littérature française en quelque sorte se confondent jusqu'à Céline. Eh bien, il vient poser sa bombe là en attaquant l'endroit où, au fond, il touche un petit peu son argent et sa réputation. Je vais vous poser une question. Pourquoi vous, le plus grand écrivain du siècle, l'inventeur du style que vous dites, le bouleverseur des lettres françaises, le Malherbe actuel, en somme. Enfin, Céline Vin, c'est bien ça. Oui, oui, c'est exact. Pourquoi M. Gallimard ne fait-il jamais parler de vos livres? Il a son idée tactique. Il en fera parler quand je serai mort. Il vous survivra. Ah, j'ai l'impression, il ne se fatigue pas. Mais pour le présent, tant que vous vivez, qu'est-ce qu'il fait de vos livres? Il les enfourne dans sa cave, il les cache bien, avec des milliers d'autres. Il stocke. Lorsque vous avez commencé à écrire, Philippe Solers, à la fin des années 50, évidemment, vous commencez à écrire à un moment où il y a eu un dépouillement de l'écriture avec Beckett, avec le nouveau roman, dont un certain nombre de textes sont sortis. Il y a eu le degré zéro de l'écriture également de Roland Barthes qui date de 1953. Quant aux influences des grands écrivains étrangers dominantes, ce sont celles de Dostoïevski sur la génération précédente et puis de Kafka, de Joyce. Vous, qu'est-ce que Céline vous a appris comme écrivain au niveau de l'écriture? Des tas de choses. Je crois que ce qui est frappant chez lui, c'est qu'il soit arrivé à ce sens historique énorme, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ait compris que le roman devait devenir une sorte d'histoire de l'espèce prise vraiment, mais dans la planète. Et, les populations, les histoires entre pays, etc., sont là prises en quelque sorte en direct. D'autre part, vous avez l'impression, en effet, qu'il vous fait l'histoire en direct. Qui vous parle l'histoire en direct. Et ça, c'est énorme. Ça n'est pas le roman d'un petit coin avec des petits personnages en train d'avoir des petits rapports subjectifs entre eux. Non, c'est vraiment l'histoire de ces migrations, de ces exécutions, de ces exterminations, de ces illusions, mais alors vraiment qui couvrent la planète. C'est comme une sorte de satellite qui tourne autour de la planète, maintenant cette espèce de parole célinienne à la fin. C'est très impressionnant. Alors je crois que c'est ça la grande leçon, c'est qu'il ne faut pas se confiner dans un paysage trop étroit, comme on a toujours tendance à le faire, parce qu'on n'ose pas sortir de soi, pas seulement de soi, mais de son entourage. Il faut oser. Je crois que c'est une leçon d'audace, parce qu'on est toujours, on n'ose pas lever le refoulement, n'est-ce pas? Un écrivain, c'est toujours quelqu'un qui peut retomber dans l'inhibition, dans la régression, dans le refoulement, dans le fait de ne pas oser démystifier tout, justement. Il n'y a plus de limite, il n'a presque plus de personnalité, n'est-ce pas? C'est comme Shakespeare. On ne pourrait pas dire que Shakespeare est pris à telle ou telle illusion, à telle ou telle personnalisation. Il y a ça, et puis alors il y a la leçon énorme, à mon avis, justement rythmique, c'est-à-dire oser imposer son rythme à soi. Bon, très bien, n'est-ce pas? Il met 3 points. Vous savez, 3 points, les impressionnistes ont fait 3 points. Vous avez Seurat, il mettait les 3 points partout. Il trouvait que ça aérait, ça faisait voltiger sa peinture. Ben, il avait raison, cet homme. Ça n'a pas fait beaucoup école. On respecte beaucoup Seurat, on l'achète très cher, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il ait fait des petits. Je ne crois pas que, moi, on me suive beaucoup. N'ayez pas peur. On en prendra un petit bout par-ci par-là, mais pas beaucoup, non. Un petit peu, c'est trop dur. Moi, ça m'a posé des problèmes, la réussite de Céline, parce que je crois qu'il faut comprendre que ceci étant fait,
et fait comme c'est fait, c'est-à-dire admirablement, trouver quelque chose qui aille ailleurs, qui fasse autrement, est quand même extrêmement compliqué. Et je crois qu'il faut comprendre que, premièrement, ce qui est acquis, c'est cette libération du sujet épique, universel, très singulier et très universel. Deuxièmement, que la ponctuation fait partie de la langue, et que par conséquent, il faut trouver ce qui est acquis aussi, ça c'est aussi acquis avec Joyce, et c'est une grande révolution, c'est qu'il faut trouver un style, une écriture qui soit intermédiaire entre le parler et l'écrit, et qui soit ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Donc c'est déjà une très grande révolution, n'est-ce pas? Il faut être à la limite des deux. Et puis, il faut se condenser au maximum, donner le plus possible d'informations dans le minimum de mots, de formulations, n'est-ce pas? Ça, c'est le grand problème aussi du XXe siècle, pour pouvoir concurrencer cette espèce de télématisation ambiante, n'est-ce pas? Nous entrons dans une ère où, d'un seul coup d'œil, les ordinateurs donnant les réponses à des questions compliquées, nous entrons dans cette espèce de très grande rapidité d'information et d'universalisation de l'information. Je crois que Céline est quelqu'un qui est déjà tout à fait dans le coup, même s'il n'est pas... ce n'est pas un homme de l'électronique, et pourtant si. Voilà. Finalement, on peut rationaliser, au lieu de le voir comme un fou, etc., on peut trouver qu'il représente très bien son époque dans cet énorme éclatement de l'électronique. C'est le grand poète de l'électronique. Ceci dit, je n'ai plus qu'à m'en retirer, je vois que j'ai plus grand-chose à dire. Non, bon merci, ça va comme ça.